Alors effectivement, je vais brosser un peu le panorama des énergies de demain, parce que c'est quand même le futur qui nous intéresse, en rappelant quand même un point important sur la situation actuelle, c'est que notre consommation d'énergie, ça se voit sur les graphiques que tu as présentés, est stable en fait depuis 2009. Donc on parle beaucoup d'économie d'énergie, elle ne diminue pas parce que nos besoins augmentent par ailleurs. Et cette consommation stable, qui est à moitié du fossile pour la France, et le reste c'est de l'électricité et de l'ENR, fait qu'il va être nécessaire, si on veut effectivement reculer sur le fossile, trouver de nouveaux moyens de production d'énergie, des moyens propres et intelligents. Et puis encore un dernier mot sur la situation actuelle. Effectivement, nous sommes en France dans un cas très particulier pour ce qui concerne l'électricité, puisque nous avons 77% de nucléaire, donc c'est un des parcs les plus importants qui existent, et c'est une force. Et nous avons ces ENR qui montent peu à peu pour remplacer le fossile, puisque nous sommes actuellement à 18% d'ENR dans notre mix énergétique, donc on approche des fameux 20, là, les 3 fois 20 dont on parle, mais dans ces ENR, il y a une grande part d'hydraulique, puisqu'une deuxième force de notre parc, c'est également les barrages hydrauliques. Alors, les énergies de demain, il y aura toujours besoin d'énergie de masse, et l'énergie de masse que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, c'est le nucléaire. Donc le nucléaire, le parc actuel, c'est 19 centrales nucléaires, c'est-à-dire 58 réacteurs, plus un 59e réacteur en construction à Flamanville de type EPR, qui développera une puissance de 1600 MW. Donc ces 58 réacteurs, il faut savoir qu'ils ont un taux d'utilisation qui n'est pas maximal. On dit 80% en moyenne, donc vous avez probablement entendu parler récemment du fait qu'une grande partie du parc est indisponible pour cause de maintenance, et qu'on risque de passer un hiver difficile si nos usines n'arrivent pas à produire. Mais la moyenne habituelle est de 80%. Et en améliorant le taux d'utilisation de notre parc à 90%, voire même en utilisant les centrales de nuit, on pourrait produire jusqu'à 58 TWh de plus à un coût très faible, puisque les infrastructures sont là. Alors les avantages du nucléaire, on les connaît, c'est une production de masse, des moyens centralisés, une stabilité de la production et surtout peu de CO2 émis, ce qui est très important. Et les inconvénients, on les connaît aussi, c'est gestion de la dangerosité et gestion des déchets. Alors quel est l'état de ce parc nucléaire? Les réacteurs français ont aujourd'hui 32 ans d'âge moyen. Alors ils ont été prévus initialement pour 40 ans. Mais comme les niveaux de maintenance et de sûreté ont été relevés après Fukushima, on peut monter la durée de fonctionnement de ce parc jusqu'à 60 ans. C'est comme c'est fait aux États-Unis où certaines centrales ont déjà plus de 50 ans. Et c'est ce qu'on appelle le grand carénage, c'est ce projet industriel d'envergure qui consiste à prolonger la durée de vie des centrales, et ça représente 55 milliards d'euros d'après EDF, un plus selon la Cour des comptes. Mais au total, c'est un coût supplémentaire dans le prix de l'électricité qui sur 20 ans, qui serait d'environ 0,6 centimes d'euros par kilowattheure. Alors, parlons justement du prix des énergies, c'est un point très important pour voir quelles sont les énergies vers lesquelles on peut se développer plus fortement pour demain. Alors le coût du nucléaire, il est officiellement de 4,2 euros du mégawattheure. Mais la Cour des comptes l'estime, en incluant les coûts de maintenance et de démantèlement des centrales, l'estime à 5,5 centimes d'euros. Donc c'est ce prix-là qu'on va retenir. Mais ça reste quand même l'énergie aujourd'hui la plus compétitive derrière l'hydraulique. À titre de comparaison, l'éolien, le solaire commencent à descendre en dessous des 8 centimes d'euros, donc ça devient aussi compétitif, mais avec le problème pour les ENR de l'intermittence et de l'acceptabilité qui rendent la comparaison très difficile. Alors un petit mot avant de passer aux autres énergies. L'EPR de Flamanville, c'est un projet qui devait rentrer en fonction au départ en 2012, mais toute une série de retards ont eu lieu. Aujourd'hui, la prévision, c'est qu'il sera en service à fin 2018. Et que le coût, qui a également été revu plusieurs fois à la hausse, le coût de Flamanville est aujourd'hui de 10,5 milliards d'euros, soit 3 fois plus que le budget initial. Et ça reste quand même un des gros chantiers d'Europe, mais le plus gros chantier d'Europe, mais on voit quand même qu'il a largement dérivé. Et dernier mot sur le nucléaire, je voudrais dire que la recherche ne s'arrête pas. Et là, je voudrais dire un mot, par exemple, du thorium. Le thorium, c'est un matériau abondant, non radioactif, sauf si on le bombarde par des neutrons, et qui peut être un futur moyen d'avoir des centrales beaucoup plus sûres et avec moins de déchets. Il y a une technologie qui s'appelle les sels fondus, effectivement, qui est beaucoup plus stable, et qui fait qu'en cas de panne ou de problème sur une centrale, la réaction en chaîne s'arrête automatiquement. Donc voilà une piste à suivre
pour le renouvellement futur des réacteurs nucléaires. Et moi, je propose qu'un démonstrateur pourrait être monté, pourquoi pas, pour 500 millions d'euros et donner des résultats d'ici 5 ans. Alors, parlons maintenant des énergies renouvelables. Le nucléaire et les énergies renouvelables peuvent coexister, ainsi que l'efficacité énergétique. C'est ce qui fait un peu la force de nos moyens de production actuels. Mais il faut noter qu'avec 60 TWh par an d'énergie nucléaire, d'énergie renouvelable, on est encore très en retard par rapport à la production nationale. Alors, on vous a mis ici un graphique, c'est important de voir les coûts de revient actuels de ces différentes énergies. Alors c'est le coût de revient estimé aujourd'hui en centimes d'euros par kilowattheure, et puis le potentiel de ces différentes énergies. Donc le nucléaire, on l'a vu, il est à 5,5 centimes d'euros, et il a un potentiel futur, bien sûr, qui est important. À titre de comparaison, vous voyez que le gaz et le fioul, on estime leur coût de 6 à 8 centimes d'euros, ils sont un peu plus chers que le nucléaire. Alors, l'hydraulique, le parc hydraulique, il a largement été construit. Aujourd'hui, on a en France 640 barrages et 2250 centrales hydroélectriques. Et une fois que ces coûts de construction ont été, faites, le coût de revient est très très faible. On estime l'hydraulique à 2 centimes d'euros. Donc on voit que c'est l'énergie renouvelable la plus importante et la moins chère en France. Et à ce titre-là, il faut signaler que les directives européennes demandent actuellement la mise en concurrence des barrages français. Et alors ça, c'est un danger considérable, technique d'abord pour les populations vivant près de ces barrages. Il y a déjà eu des accidents dans certains pays. Et puis c'est surtout la privatisation scandaleuse d'une rampe nationale, comme on l'a connu par exemple sur les autoroutes. Donc là c'est vraiment le scandale, c'est la mise en concurrence de ces barrages hydrauliques qui fait la force de ce qu'on a en France. Alors après, il y a le solaire qui est une énergie renouvelable très importante et dont le coût baisse sans arrêt. Il faut savoir que l'énergie du soleil sur notre sol, c'est 5000 fois la consommation mondiale d'énergie. Et que d'autre part, le prix des panneaux baisse chaque année. Donc ça fait baisser fortement le coût de revient du solaire sur les grandes surfaces notamment. Il est aujourd'hui en dessous des 8 centimes d'euros du kilowattheure. Et c'est une filière qui a progressé de manière exponentielle depuis 2012 et à un rythme toujours aussi rapide. Alors l'éolien, lui aussi, est intéressant. Il faut bien distinguer l'éolien terrestre qui coûte beaucoup moins cher que l'éolien offshore. Le prix de l'éolien offshore, c'est 2 fois le prix de l'éolien terrestre. Donc là, il y a également une énergie très intéressante qui devient compétitive en termes de prix, avec un potentiel important, mais la gestion doit être faite de manière très prudente par la collectivité, puisqu'il peut y avoir un problème d'acceptabilité notamment. Après, nous parlons du bois, le bois de chauffage. Donc la ressource en bois en France est plutôt sous-exploitée. Aujourd'hui, selon l'ADEME, on pourrait multiplier par 2 les ressources de bois mobilisables et ainsi satisfaire à 5% de la consommation d'énergie en France sans détériorer la forêt. Alors, il faut savoir que le bois, c'est une énergie peu chère. On l'estime à 4 ou 5 centimes d'euros de kilowattheure et très utile pour les maisons individuelles ou les logements collectifs. Et qu'actuellement, il y a 8 millions de foyers chauffés au bois ou au granuler. Donc, encore une fois, on pourrait augmenter la part de cette énergie pour atteindre environ 8% de la consommation française à terme. Et enfin, il y a le biogaz. Donc là, c'est la récupération des déchets agricoles ou industriels. Et là, on pourrait produire également 2 fois plus d'énergie que ce qui est produit aujourd'hui pour atteindre un total valorisable à terme de 4 TWh. Et ça représenterait 4% de la consommation française. Alors il y a d'autres encore sources d'énergie qui sont intéressantes, comme la géothermie, mais enfin le potentiel est très limité en France, même si son prix est relativement raisonnable. Et alors parlons des gaz de schiste quand même, parce qu'on ne l'a pas mis effectivement dans la liste. Mon opinion, c'est que l'expérience des États-Unis prouve le danger réel de la fracturation. C'est un modèle en plus économique extrêmement incertain, qui est directement soumis aux aléas de marché de court terme. Et alors, comme en France, on a la chance d'avoir un parc nucléaire solide et sécurisé, moi, je ne vois pas la nécessité d'aller creuser le sol pour abîmer le sol pour aller vers les gaz de schiste. Donc, mon opinion, c'est qu'il faudrait confirmer l'interdiction de recherche et d'exploitation de la fracturation sur le territoire, tant que ces technologies ne sont pas prouvées comme étant propres. Et alors, un dernier point quand on parle des énergies de demain, c'est l'efficacité énergétique, et notamment l'isolation des bâtiments. Alors, une des principales consommations en France d'énergie, 45%, ce sont les bâtiments. Donc il y a aujourd'hui 34 millions de logements en France,
18 millions sont anciens et mal isolés, ce qui représente un gâchis énergétique énorme. On parle de passoire thermique. Or, toutes les technologies existent aujourd'hui pour réduire les consommations de ces bâtiments. On peut rendre un logement de 100 mètres carrés basse consommation pour un coût de 25 000 € environ sur 100 mètres carrés. De même, les pompes à chaleur sont une technologie extrêmement intéressante puisque le chauffage par pack permet de diviser la facture énergétique par 4. Donc, une pompe à chaleur, ça permet de réduire de 50% la consommation de chauffage d'un bâtiment. Donc, voilà, je dirais que par une mise en place volontariste d'isolation des bâtiments et de pompes à chaleur là où c'est nécessaire, eh bien, on pourrait, d'après nos études, on pourrait économiser jusqu'à 1/4 de la consommation d'énergie actuelle du secteur. Donc, c'est considérable. C'est une source d'énergie en elle-même que d'économiser l'énergie. Voilà, alors en conclusion, voilà 3 points, 3 axes majeurs que je propose pour appuyer le développement de notre futur énergétique. Premier point, c'est garder notre énergie nucléaire, puisqu'elle est peu chère, quasiment sans émission de CO2, et qu'on peut utiliser le nucléaire, par exemple la nuit, pour produire de l'hydrogène peu cher, ce qui rentabiliserait en plus les centrales. Deuxième point, un plan massif d'isolation des bâtiments résidentiels et tertiaires, grâce par exemple à des prêts à taux zéro sur 15 ou 20 ans, plus la mise en place de pompes à chaleur dans les endroits où c'est rentable, et ça pourrait couvrir 25% des besoins actuels d'énergie du secteur. Et troisième point, la France a un potentiel d'énergie qui est sous-exploité. Développer fortement le solaire afin de produire une électricité compétitive qui pourrait être utilisée également pour les transports, c'est un axe important. De même que développer le bois, le biogaz, pour assurer une part plus importante de notre consommation d'énergie. Donc voilà 3 axes, un mobilisateur, rassembleur pour une transition intelligente et qui pourrait garantir le futur énergétique des générations à venir. Et alors à cet égard, je voudrais quand même signaler un point important, c'est que la dérégulation du secteur de l'énergie, ça a été un échec retentissant en Europe. L'énergie, c'est pas un bien marchand comme les autres. Maîtriser les coûts, la gestion de la sûreté du réseau, l'équilibre des moyens de production, les risques environnementaux, la sécurité du parc nucléaire, ça ce sont des enjeux nationaux. Et le nucléaire, par exemple, c'est un sujet bien trop stratégique pour être laissé aux mains du privé. Donc face au mur d'investissement qui nous attend, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un service public solide et un État stratège qui propose un cap clair pour les investissements de long terme dans l'énergie et faire des choix qui assurent toujours plus l'indépendance énergétique du pays. Donc voilà, on va maintenant parler, je crois, de la transition énergétique faite par l'Allemagne, où il y a eu un développement massif des énergies renouvelables. Donc on va voir si c'est la voie à suivre et si le problème des ENR, qui est l'acceptabilité et l'intermittence, peut être résolu, notamment par la voie du stockage. Super. Merci.